Nous sommes de retour sur le plateau et vous êtes nombreux connectés sur YouTube, Facebook, Monsieur Franck. Ah, Franck, on dit comment? Franck Ping. C'est Bité? Franck, on s'arrête à Franck. Voilà, Franck dit bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous, on va très bien, Franck, Absolument surtout lorsqu'on lit Franck. ce type de réaction. Donc, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube et vous êtes certainement à la maison, au bureau et tout. Est-ce que Ashley s'est manifestée? Elle est où, Ashley? Ashley ne s'est pas manifestée, en tout cas pas chez moi. Mais par contre, elle a l'habitude de se manifester le plus chez vous. Mais rapidement, il y a Tite Mouria qui est là. Ah, salut Tite, ça fait nous longtemps. saluons chaleureusement. Salutations distinguées à toute la matinale de Gabon 24. Ravi de vous retrouver ce matin. Nous constatons seulement que les animateurs vedettes sont vêtus de la même couleur. Ce matin, un peu. Un tout petit peu. Madame Vanessa Tsogou, vous avez une belle tenue ce matin. Merci pour l'information internationale. Merci beaucoup, Tite. Et je pense que ce sujet-là va vous plaire aussi. Donc, cette thématique. Sire, la semaine dernière ou les semaines d'avant ou depuis là-bas, on a beaucoup parlé de corruption, de détournement, de blanchiment. On a eu toute une semaine de procès. Vraiment, on était tous au tribunal. Et on s'est dit, pourquoi ne pas revenir sur la problématique de la corruption au Gabon? Il faut en parler. On précise que la corruption n'est pas une question exclusivement gabonaise. Bien sûr. Sur tout le continent africain, vous allez le voir, il y a ce mal-là, ce cancer qui malheureusement empiète sur le développement de notre chère Afrique, et même au-delà. Et donc, la rédaction se dit, on invite un expert, il connaît, il est de la maison. On aimerait bien le tutoyer, mais on ne peut pas parce qu'on est à l'antenne. Lui, c'est monsieur Orphée Mouele Ndongo. Il est économiste, auditeur à l'Institut de l'économie et des finances. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Modeste, bonjour Monsieur Okos. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Bah, écoutez, à chaque fois qu'on doit évoquer des questions d'économie, voilà, on sent qu'on va sortir de tout ce qui est trop technique. Exactement. On va humaniser l'économie. Très bien. Et donc, j'aime bien, on va humaniser l'économie. C'est super. Donc, la thématique, panorama général de la corruption au Gabon. Très bien. La corruption au Gabon, dit comme ça, déjà, d'entrée de jeu. Qu'est-ce que cela évoque chez vous? Très bien. Alors, la corruption, c'est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu dans le cadre d'une fonction à des fins privées. En fait, c'est le mécanisme qui permet à une personne qui est dotée de l'autorité publique ou d'un pouvoir particulier d'utiliser cela à des fins privées contre de l'argent afin de faire la chose pour laquelle elle a été commise, enfin, qu'elle doit faire. Et donc, l'objectif de la corruption, en fait, c'est de faire en sorte qu'un dossier qui doit passer de manière régulière, normale, dans un processus administratif, puisse soit se faufiler ou encore prendre des devants dans le cadre d'une rémunération. Et comme on dit en anglais, c'est du bribing, finalement. Et donc, la corruption, c'est faire tout ce qui n'est pas optimal et ça biaise un peu le service public. On va rentrer plus en détail tout à l'heure. Qu'est-ce qui, selon vous, justifierait la perception de l'augmentation de la corruption en République gabonaise? Alors, c'est une question d'habitude et de mentalité. Moi, je pense personnellement que l'éducation joue un rôle fondamental et les habitudes culturelles aussi. Lorsqu'on parle de coca, lorsqu'on parle de faire avancer un dossier, de mouiller la barbe du chef et tout le reste, c'est des mécanismes qui sont souvent culturels, ancrés dans nos mentalités et qui ne sont pas l'apanage du Gabon. En général, beaucoup de nombreux pays africains, ou dans le monde entier d'ailleurs, sont victimes de cette corruption-là. Mais l'objectif pour nous, c'est de démontrer que ça a des conséquences économiques et sociales, mais aussi qu'on peut éventuellement résoudre. Il suffit d'avoir des outils très forts pour sanctionner tout cela. Lorsqu'on parle de corruption, est-ce que cela fait nécessairement intégrer l'aspect financier? On peut très bien corrompre si Modeste mérite le titre de meilleur employé du mois, par exemple, l'année 2025. Et puis, la personne qui doit décider de cela va dire au N+1 de Modeste, écoute, moi étant ton chef, je ne veux pas que ça aille chez Modeste. Là, il n'y a pas d'argent. La corruption, ce n'est pas forcément de l'argent. La corruption peut être une faveur. Ça peut être un dossier qui avance. Ça peut être un dossier aussi qui retarde, certainement.
Mais une chose est sûre, en général, lorsqu'on parle de corruption, la motivation principale de la corruption, c'est l'argent. Mais aussi, nous avons certainement, dans certains mécanismes, dans certaines procédures, des faveurs ou des avancements de dossiers qui sont favorisés par de l'entente, par des mécanismes qui ne sont pas totalement objectifs, en fait. Ça, c'est important. Vous avez dit, ça peut être en faveur d'un dossier qui recule ou d'un dossier qui avance. Si moi, au COS, tout au COS que je suis, j'arrive dans une mairie, il y a une vingtaine de personnes qui attendent, voilà, et moi j'arrive parce qu'on me reconnaît. Oui. Ah, mais ça c'est mais le bien, ce frangin, c'est bon, ça va, oui, allez, bien. Et puis on me délivre, votre document rapidement. Mon document administratif plus vite que les autres, et puis je m'en vais tout simplement parce que j'ai un visage qu'on reconnaît. Est-ce qu'on est dans une forme de corruption? Est-ce qu'on est dans une forme de corruption dans ce cas? Bien sûr. Enfin, il y a la corruption active et la corruption passive. D'accord. La corruption passive, justement, c'est le fait de ne pas nécessairement, un peu comme dans votre cas, mais le problème, c'est que ça va générer une frustration auprès des autres administrés. Oui. Puisque celui qui fait la queue et qui prend son temps pour faire sa procédure et que l'autre arrive et il passe rapidement, ça va générer une frustration. Et donc, ça va générer à la personne qui est victime de ça l'idée de refaire la même chose. C'est ça le problème de la corruption, c'est que dès lors que vous avez vu qu'une personne a profité par des moyens un peu dérobés d'une certaine faveur, vous allez être incité à vous dire, moi aussi, pourquoi pas, je veux aussi donc passer par la même méthode. Et donc, ça entretient un cercle vicieux de la corruption qui n'est pas favorable pour la société. Donc, il faudrait que l'État mette en place des mécanismes. Je vous assure que ce mécanisme démarre depuis l'école, depuis l'éducation, depuis la maison. Des valeurs se transmettent à la maison, l'instruction se transmet à l'école, et à partir de là, on fait une collaboration entre les deux afin de donner à des jeunes citoyens aujourd'hui la capacité de ne pas sombrer dans les mêmes dérives. Et pour ça, il faut naturellement sanctionner. Moi, juste Modeste, permettez-moi. Oui, allez-y. Je n'aime pas utiliser le mot culture, parce que c'est très sensible pour moi. Par contre, on se rend compte qu'aujourd'hui, on parle et on se dit, vous savez, si vous allez dans le bureau de M. Moïlen Dongo, ouais, mais depuis là, moi, je n'ai pas eu mon papier. Mais tu sais ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Tu sais ça très bien. Et lui, il sait comment il va faire ça. Tu arrives, non, donne-lui un truc, c'est un frangin. On lui donne un petit truc. Et puis, tu vas voir, ton document va sortir. Moi, pourquoi je dis que je n'aime pas ce mot culturel? Parce que je suivais un documentaire sur cela. On se disait c'est quasi culturel maintenant. On parlait peut-être pas du Gabon, mais on parlait de la corruption dans un autre pays africain. Et ça, c'est une gangrène qui devient culturelle. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on a quasiment porté le manteau culturel en se disant c'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps? Alors, moi, je suis de nature optimiste et par conséquent, je ne veux pas me dire que c'est comme ça que ça doit se passer. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des États qui ont démontré que 10 ans, 20 ans auparavant, il y avait de grosses pratiques de corruption. Avec des mises en œuvre de solutions pérennes et optimales, on a pu diminuer cette corruption-là. Moi, je suis focalisé sur les solutions et sur ce qu'on peut faire. Je ne peux pas, en tant que Gabonais, être fier de dire que les pratiques corruptives sont culturelles, effectivement. L'apanage du effectivement, mais néanmoins, pour la sincérité scientifique, on est obligé de constater qu'effectivement, dans les pratiques quotidiennes des Gabonais, peu importe que ce soit dans l'administration publique ou privée, il y a des méthodes de corruption qui sont instaurées de manière même souvent pas intentionnelle. C'est-à-dire que les gens reproduisent des mêmes schémas qui vont faire en sorte qu'au fur et à mesure que nous évoluons, lorsqu'un étudiant arrive à l'université ou bien qu'il devient un cadre de la République, il finit par avoir les mêmes méthodes. Et justement, pour nous, il faudrait que l'État mette en place des moyens forts pour pouvoir stopper cela. Moi, j'aime bien le lien que vous faites entre la corruption et le fait que cela soit intimement lié aux valeurs. En d'autres termes, vous avez été éduqué comme un voleur. Vous allez arriver dans une entreprise, vous allez voler. Vous ne volez pas parce que vous êtes chef, vous volez parce que vous avez été mal éduqué, mal instruit. Voilà. Et donc, puisqu'on est dans ça, dans une entreprise, on peut voir un peu les retombées
de l'action de corrompre en permanence. On a le niveau du travail, l'efficacité qui va baisser parce qu'on met à la place qu'il ne faut pas Monsieur X. On va avoir la frustration des employés. Par exemple, on travaille, mais en réalité, on n'est pas content de travailler. On va avoir le dialogue entre l'administration ou la hiérarchie et la base qui ne passe quasiment pas parce qu'on se dit qu'on est chef, on est tout permis, puisqu'on corrompt comme on veut. Mais au niveau national, comment est-ce que le Gabonais lambda lit la corruption autour de lui? Très bien. Comment ça se matérialise? Alors, je peux vous garantir que la corruption, elle est bien lorsqu'on en profite. Mais finalement, lorsqu'on est une victime de cette corruption-là, ça crée des frustrations et des tensions sociales. Oui. La plupart des Gabonais ne sont pas favorables à la corruption. La plupart des Gabonais aimeraient avoir leurs documents administratifs dans les délais et dans la procédure normale. La plupart des gens aimeraient positionner un dossier et espérer que ce dossier se fasse suivre son cours en toute transparence et en toute objectivité. Donc, les Gabonais ont une volonté de pouvoir changer les choses. Sauf que les pratiques, et il faut aussi le dire, que certainement, les pratiques corruptives sont souvent élaborées au plus haut niveau. C'est scientifique, hein? Plus on évolue dans la société, plus on a des parts de responsabilité et de pouvoir, plus on est certainement susceptible à le faire. D'où le fait de mettre des mécanismes légaux qui permettent de contrecarrer cela. Il ne faut pas que les jeunes cadres qui démarrent aujourd'hui sous la Ve République puissent adopter les pratiques corruptives des anciens il y a plusieurs années. Donc, par conséquent, il faut que l'État aide et soit dur avec les pratiques corruptives. Il est important, effectivement, d'avoir des procès qui permettent de dissuader des gens. Lorsqu'un jeune de 20 ans, de 30 ans, qui démarre la carrière dans l'administration publique ou dans le privé, voit comment on sanctionne des personnes qui étaient détenteurs de l'autorité publique, ça dissuade mentalement à pouvoir reproduire les mêmes schémas. Oui. Mais aussi, il faudrait que le cadre légal soit fort. On criminalise de manière forte la corruption. Dans un rapport d'Oxfam en 2017, je crois, ils avaient quantifié le mécanisme de corruption au Gabon à près de 500 milliards de pertes pour l'État gabonais. 500 milliards 500 milliards pour l'État. Alors, ces 500 milliards, c'est de l'argent pour les hôpitaux, c'est de l'argent pour des écoles, c'est de l'argent public qui aurait pu servir à investir pour le bien-être des Gabonais. Mais pourquoi cet argent ne rentre pas dans les caisses de l'État? C'est ça le problème. Lorsqu'un policier, lorsqu'un taximan donne 1000 francs à un policier, et vous répétez cette scène des milliers de fois par jour, des dizaines de milliers de fois par mois et des millions de fois certainement par an, ça crée un montant colossal qui aurait pu être instauré dans les caisses de l'État. Donc il faudrait que l'État, on va parler des solutions tout à l'heure, mais il faudrait vraiment que l'État prenne la mesure, les citoyens et le peuple prennent la mesure, parce qu'il y a des États qui ont été corrompus dans le temps et qui ont pu évoluer de manière positive et qui ont diminué drastiquement la corruption. Le Rwanda, par exemple. Donc, comment on doit s'inspirer des pays qui ont permis à ce que les pratiques corruptives baissent et s'inspirer de leurs méthodes. Et pour ça, il faut criminaliser par rapport à la loi, je veux dire. Il faut rendre la corruption comme un crime contre la population, parce que c'est un crime. Lorsqu'on prend de l'argent pour favoriser un dossier ou pour écarter un autre, c'est blesser ou tuer mentalement la personne qui est victime de cette corruption-là. Voilà pourquoi la corruption, elle est avantageuse pour ceux qui en profitent. Mais ceux qui la subissent, les victimes, sont les plus nombreuses. Et ça, c'est très dangereux et important parce que ça peut créer des tensions sociales. On a rarement cet aspect psychologique et négatif de l'impact de la corruption sur la personne qui l'a subie. Tenez, on va prendre l'indice de perception de corruption de 2024. Très bien. Okay, de Transparency International, qui classe donc le Gabon 135e pays sur 180. Avec 135e. 135e sur 180, avec donc seulement une moyenne de 27 points sur 100. Qu'est-ce qui justifie cela, selon vous? Très bien. C'est parce que les pratiques corruptives au Gabon rentrent dans la mentalité des gens. C'est-à-dire, par exemple, à l'époque... Le mot est bien choisi, la mentalité. Exactement. Ouais. À l'époque, quand, par exemple, je devrais aller payer mon ticket d'âne à la SEG, ou bien quand je fais la queue à la banque, les fins de mois, par exemple, le monsieur de la sécurité peut, en fonction du fait qu'il reconnaisse que « Ah tiens, c'est mon parent, ah tiens, c'est un bon client et tout », il fait passer le client dans une porte dérobée pour faciliter sa procédure. Mais les personnes qui attendent, qui doivent envoyer de l'argent à leurs enfants, les personnes qui attendent, qui doivent retirer des sous pour aller acheter, faire des courses, ces personnes-là sont tout aussi victimes en fait, de cette corruption. Mais au niveau du Gabon,
c'est des petites pratiques là qui permettent d'optimiser finalement le quotidien, mais qui sont devenues comme on dit, des habitus en sociologie, c'est-à-dire des habitudes sociales ancrées dans nos mentalités qui font en sorte qu'on ne se rend même plus compte que ce n'est pas normal. Donc à partir de là, c'est dans les mentalités des gens. Les gens pensent que c'est normal. Et il faut naturellement stopper ça parce que... comment on va stopper ça, monsieur? Il y a des mécanismes. Et c'est justement là, vraiment... Parce que le policier qui dit « amenez-moi où vous voulez », vraiment. le policier qui vous dit « tu sais comment ça se passe ». Voilà. Non, mais au vu et au su de tout le Va monde. te plaindre où Il y a tu les veux. clients qui sont dans le taxi. Ce n'est qu'un exemple parmi... Exactement. Les exemples sont légion. Mais on le prend parce qu'au quotidien, c'est l'une des premières formes finalement de corruption que le Gabonais voit au quotidien. Exactement, oui. Tous les policiers ne sont pas pareils. Il ne faut un pas dire travail, qu'on a dit voilà. ça sur la matinale. Non, on n'indexe pas tous les policiers. Mais il y en a qui, au vu et au su de tout le monde, je vous dis que oui, bon, qu'est-ce que je fais avec ton dossier? Très bien. Vous savez comment ça se passe. Et parfois, on est à bord d'un taxi, le véhicule se fait arrêter, le taximan ne prend même pas ses papiers. Exactement. Il sait. Il c'est descend tout mécanique. simplement, c'est mécanique. C'est comme vous évoquez la mentalité. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Comment on en arrive à ça? Quand vous parlez d'outils, qu'est-ce que vous mettez dans outils là que l'État doit mettre en place? Quand chacun se dit, dès que je suis à un poste de responsabilité, je deviens le Dieu sur terre pour toutes les personnes qui sont sous moi. Comment on fait maintenant pour mettre les mécanismes et pour veiller à ce que ces mécanismes-là soient respectés? Très bien. Alors, la première chose à mettre en œuvre, c'est la mise en place d'un cadre juridique solide. Tiens. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, criminaliser et pénaliser les pratiques corruptives. Il faut sanctionner les gens qui font la corruption afin de dissuader les autres. Ensuite, il faut des obligations de déclaration de patrimoine. Lorsqu'on accède à des postes de responsabilité dans l'administration publique ou au privé, que les gens déclarent, les personnes qui sont nommées ou positionnées déclarent leur patrimoine. Si vous avez démarré avec une petite maison de 3 chambres, un patrimoine estimé à 45 millions et qu'après après 2 ans, 3 ans d'occupation de poste, vous passez de votre patrimoine et multiplié par 5, là, effectivement, on peut se poser des questions. Aussi, il faut des institutions indépendantes. Il faut une Cour des comptes forte, notamment dans la gestion des fonds publics. Il faut que la Cour des comptes renforce son rôle et son action afin de dissuader les administrateurs publics. Aussi, il faut la digitalisation finalement des services publics. Et je fais un petit clin d'œil au service intégré de gestion des finances publiques actuellement mis en œuvre par le gouvernement. La digitalisation permet de limiter la circulation de l'argent en espèces et par conséquent, ça va diminuer les risques de détournement ou de corruption. Ça garantit aussi une certaine traçabilité. On sait qui fait quoi, comment. Exactement. Et il faut une transparence dans les méthodes administratives. Il faut de la transparence, par exemple dans les appels d'offres. J'écoutais il y a quelques jours que 70% des contrats au niveau du Gabon sont faits de gré à gré. Il faut absolument que la donne change. Il faut donner aux PME gabonaises, il faut donner aux opérateurs économiques les mêmes chances de candidater au marché public offert par l'État afin de favoriser un tissu social économiquement développé. Il faut, parce que s'il y a des petits travaux à faire d'aménagement des voiries de la mairie ou d'aménagement de petites routes secondaires, il est important que la PME de M. Moussavou, la PME de M. Nkogé, la PME de M. Badinga puissent être candidatées tous au même moment et avoir les mêmes chances. Parce que si les marchés sont déjà biaisés d'avance dans des ententes entre les chefs et les opérateurs économiques, ça va forcément naturellement causer des désagréments. Et au final, c'est les citoyens de la société civile, ce sont les citoyens qui doivent être eux-mêmes les premiers qui luttent contre la corruption. Bien. Si vous voyez un policier qui reçoit des sous, écrivez à l'inspection de police. Si l'inspecteur de police reçoit chaque jour des centaines de courriers, des dizaines de courriers de jeunes, des Gabonais qui se plaignent des pratiques corruptives, à un moment donné, ils vont taper du poing sur la table. Si ce sont les citoyens. Ce sont les citoyens qui doivent eux-mêmes être les premiers dénonciateurs. Et je pense qu'il y a beaucoup ça actuellement. Lorsqu'il y a des concours, par exemple, il y a des soupçons de fraude, les gens vont au créneau pour pouvoir dénoncer très vite, certaines pratiques. Même sur Internet. Effectivement. Et là, ça fait évoluer les choses rapidement. Donc, les citoyens sont au final les principaux contributeurs à la lutte contre la corruption. L'État met en place le cadre légal, mais les gens luttent contre ça et au final, ça va faire influencer la mentalité. Et enfin, il faut sanctionner les gens. Il faut que les personnes qui sont victimes, qui sont coupables ou auteurs de détournement soient sanctionnées et puissent payer
de leur prix pour ce qu'ils ont fait subir à la société. Parce que détourner 100 millions de francs CFA ou des dizaines de millions de francs CFA, c'est de l'argent en moins pour l'État gabonais. C'est de l'argent en moins pour les routes, c'est de l'argent en moins pour la population. Oui. Et ça, c'est bien beau de prendre cet argent, mais en fait, c'est un crime finalement contre la population. Oui. Et à partir de là, il faut sanctionner. Dès lors qu'on sanctionne, ça va dissuader les nouveaux cadres, les nouveaux jeunes qui sont là actuellement. Parce qu'il y a des jeunes très ambitieux, très performants, très bons, mais s'ils ne sont pas encadrés mentalement avec des valeurs nobles, ça risque d'être un petit souci. On va revenir, on va vous poser une question tout à l'heure sur la loi de finances. Vous avez certains chiffres. On a le gouvernement qui table sur une croissance à deux chiffres. On parle de 6,5%. Mais avant cette question, prendre la réaction de Elia Zazie qui dit « Comment ne pas être corrompu quand on nous menace de nous mettre de côté ?» Elle n'a pas tort. Vous avez parlé de mentalité tout à l'heure. Si vous avez un chef, un décideur qui dit devant tout le monde « Toi, par exemple, je te promets, tu n'auras jamais rien tant que je serai ici. » Les collaborateurs à côté, même s'ils veulent bien dénoncer, ne peuvent pas puisqu'il y a la menace du chômage qu'on leur brandit. Comment changer de mentalité dans ce cas? Très bien. Alors, je reste persuadé d'une chose, le bon cœur, l'amour et le travail dominent toujours la méchanceté et les pratiques corruptives. Ah, ça j'aime bien. Très bien. C'est-à-dire que même si on est menacé par un chef qui est corrompu ou qui fait de la corruption, dès lors que vous faites votre travail, vous avez le bon cœur et l'amour, je pense que Dieu existe. Hein. Et à partir de là, la bénédiction de l'Éternel enrichit celui qui y croit. Ça veut dire qu'on n'a que Dieu comme dernier ressort dans ce genre de situation. Et parfois le ressort le plus important. Mon Déjà, mais surtout de rester ferme. Oui. De rester ferme dans ses valeurs, dans ses convictions. Ouais. Ce chef qui menace, certainement pourra quitter son poste, pourra certainement être appelé à d'autres fonctions. Et à partir de là, il y aura une personne qui va amener certainement une meilleure atmosphère de travail. C'est fondamental. Dans les études de sciences sociales, l'atmosphère de travail menée dans les années 70-80 par Crozier, Friedberg et tout le reste ont démontré que après le salaire, l'atmosphère de travail est l'un des éléments les plus fondamentaux qui permet aux travailleurs de s'émanciper. Donc, travailler dans une atmosphère où il y a une épée de Damoclès, où on est menacé parce qu'on veut bien faire son travail, écrivez à l'administration, écrivez au ministère du Travail, écrivez. Il faut que les Gabonais aient la mentalité d'écrire. Apprendre à dénoncer. Voilà, il faut dénoncer de manière objective, pas pour calomnier, pas pour faire de la délation. Non, il faut dénoncer avec des preuves, de manière objective, et lorsqu'on est aussi victime d'injustice. Parce que personnellement, l'injustice pour moi, c'est l'un des pires fléaux de l'humanité. Donc il faudrait vraiment que les gens puissent rester solides sur leurs valeurs. Parce que si vous prenez l'exemple, par exemple, je prends l'exemple à l'université. Un jeune arrive après le bac, il vient de Mouila, il arrive à l'université publique. Et il y a des pratiques corruptives, de petites pratiques un peu obscènes et malsaines qui fait que les étudiants, les anciens, mettent les nouveaux dans d'autres pratiques. Donc le jeune qui arrive, avec sa bonne mentalité, qui vient de l'intérieur du pays ou bien du lycée, avec son âge, 18 ans, 19 ans, se retrouve au cœur de pratiques malsaines dans le campus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au bout de 2-3 ans, il devient lui-même l'instigateur de ces pratiques-là. Et donc, du coup, on entretient un cercle vicieux de mauvaises valeurs. Et ça, il faut absolument enlever cela. Tiens. Alors, il y a une question d'Hibert. On va prendre votre question tout à l'heure, mais d'abord parler rapidement de la loi de finances. Les autorités tablent sur 6,5 en termes de projection de croissance. Déjà, qu'en pensez-vous? Et l'autre point de cette question, c'est quel est le rôle que va jouer la bonne gouvernance, puisqu'on parle de corruption, ouais. Quel est le rôle que jouera la bonne gouvernance dans l'atteinte de ces objectifs? Très bien. Alors, le Gabon est à la croisée de chemin avec cette nouvelle loi de finances qui caractérise vraiment la Ve République. Le gouvernement a tablé sur un taux de croissance de 7,9% et qui a quasiment multiplié par 2 le budget de l'année 2026 par rapport à celui de 2025. Oui. Donc, il y a une volonté manifeste de l'État de reformer l'administration publique, de favoriser l'investissement public et de stimuler l'économie. Mais comme vous le rappelez, il est fondamental que les gestionnaires, les administrateurs de ces fonds publics-là puissent avoir des méthodes de gouvernance qui soient optimales. Et il y a une volonté de l'État de digitaliser, par exemple, les recettes. Actuellement, tous les systèmes de gestion sont interconnectés, que ce soit les perceptions de la douane, des impôts, du trésor, de la dette et du budget. Nous avons en temps et en heure les rentrées des recettes publiques actuellement. Donc, on peut faire facilement la traçabilité de tous ces fonds-là et
mesurer le niveau de perception, analyser les performances et tout le reste. Donc, il y a une volonté de l'État de reformer l'administration, de digitaliser et d'optimiser son fonctionnement. Ce projet de loi de finances met l'accent sur l'investissement. Nous sommes à la croisée de chemin par rapport à des grands projets industriels que le président a mis en œuvre, notamment le projet de Belinga. Oui. Pour ce projet, il y a 3 principaux objectifs. Une industrie manufacturière extraordinaire, notamment avec la construction d'usines au niveau de Belinga et au niveau de Mwanda pour le manganèse, mais aussi la construction de corridors de transport avec notamment le chemin de fer Belinga-Mayumba et enfin la construction du port en eau profonde de Mayumba. Et ces projets extraordinaires qui sont mis en œuvre par l'État demandent des financements aussi conséquents. Et c'est ce qui caractérise la hausse du niveau de budget, de recettes et de la loi des finances, enfin, du montant de la loi des finances initiée en 2026. Donc, il y a une volonté de l'État d'optimiser tout cela. Mais naturellement, on ne peut pas, si on fait tout cela sans mettre l'accent sur la gouvernance et sur les pratiques corruptives, on va se retrouver dans des marchés à gré, on va se retrouver dans des situations un peu complexes qui ne sont pas très bonnes pour le pays. Comment on rationalise les dépenses dans tout ça alors? Très bien. Déjà en digitalisant. D'accord. Dès lors qu'on digitalise, par exemple, chaque jour à 23h59, l'application de recettes des impôts, par exemple, fait un état de perception de la journée, par exemple. Donc, ça permet de suivre de manière optimale l'évolution quotidienne. Et aussi, c'est des bons outils d'aide à la décision, puisque finalement, avec un niveau de perception des recettes qui est connu en temps et en heure, ça nous permet de prendre des décisions optimales. Si nous savons que nous avons pris pour 20 milliards, on ne va pas prendre des décisions pour 50 milliards. Donc, ça permet d'optimiser aussi la recette, mais aussi les dépenses. Et il faut naturellement mettre en œuvre un mécanisme qui permette à ce que les administrateurs, il faut séparer vraiment la fonction d'administrateur et d'ordinateur. Il faut que chacun reste dans son rôle. Il ne faut pas que quelqu'un qui n'a pas de pouvoir officiel ou des prérogatives publiques légales puisse influencer l'administration. Naturellement, c'est compliqué, hein, c'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire. Mais c'est tout aussi compliqué de vous laisser partir de notre pays. Vraiment compliqué. Ce que l'on peut dire aux téléspectateurs, c'est que, et là je prends rendez-vous avec vous pour un magnifique plateau spécial pour véritablement décrypter ce projet de loi de finances. Je disais à mon rédacteur en chef que c'est tellement technique tout ça qu'il faut prendre le temps de creuser. Et comme on parlait de corruption, c'était important de revenir sur la bonne gouvernance. Il nous reste 40 secondes. En 40 secondes, répondez à cette question d'Hibert qui dit: existe-t-il au Gabon un texte légal pour tout citoyen lambda qui souhaite dénoncer les actes de corruption? Alors, la question est très bien posée. Il faudrait qu'on s'entretienne avec la société civile et les juristes. Mais une chose est sûre, nous pouvons, en tant que citoyens, faire des pétitions ou écrire à l'administration, aux juges ou encore à l'État pour pouvoir mettre en œuvre ces mécanismes-là. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite qui est mise en œuvre, qui permet de traquer les hauts fonctionnaires qui ont pu détourner de l'argent. Donc il y a des mécanismes. Mais les citoyens, via la représentation nationale, vous êtes citoyen, vous pouvez demander aux députés de votre circonscription de faire une proposition de loi qui permettra de faire évoluer les choses. Donc c'est aussi à nous, c'est nous les acteurs de cette lutte contre la corruption-là. Donc j'invite tous les Gabonais à s'impliquer dans la lutte, c'est fondamental. Et il y aura des répercussions positives dès lors qu'on va diminuer la corruption dans notre pays. Monsieur Orphée Mouélé Ndongo était notre invité. Il est donc économiste, auditeur à l'Institut de l'économie et des finances. On faisait donc le panorama général de la corruption au Gabon.